Je prends la relève. Je prends la relève, l'enregistrement a démarré, nous sommes tout oui et avec l'écran. Voilà. Super, merci Michel pour l'invitation. Nous aujourd'hui, on va vous présenter comment est-ce que Intent vous aide à industrialiser le pilotage de la performance énergétique et de l'exploitation des bâtiments et des équipements. Avec une expérience concluante qui aujourd'hui se présente sur un peu plus de 40 000 bâtiments. Pour vous représenter Intent, peut-être pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc c'est une société qui a été créée il y a un peu plus de 12 ans maintenant, qui compte une trentaine de collaborateurs. Nous, notre métier, c'est d'opérer une plateforme de services en SaaS pour gérer les données des bâtiments pendant tout leur cycle de vie, notamment liées à l'exploitation et aux usages. Et on est présent sur à peu près tous les secteurs sur lesquels on va retrouver des bâtiments ou des équipements. Donc historiquement, on nous connaît pas mal sur le secteur du HLM parce que c'est vraiment le secteur qui nous a aidé à démarrer. Et je reviendrai justement sur des cas clients qui ont déployé Intent il y a presque 10 ans maintenant. Et plus récemment, eh bien, on s'est déployé également sur le secteur des entreprises, de l'industrie et également des collectivités et du secteur public. Donc, comme je vous le disais, à peu près 40 000 bâtiments aujourd'hui qui sont gérés sur notre plateforme. Donc, ça représente voilà, des clients un peu partout en France, un maillage régional et national, et des clients de toute taille. Ça, c'est assez important. C'est qu'on va retrouver à la fois des acteurs qui gèrent quelques dizaines ou quelques centaines de bâtiments, et puis des acteurs vraiment importants comme la Poste ou la Caisse des dépôts Habitat qui, elle, gère plusieurs milliers de bâtiments. Alors pour ces acteurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va intervenir sur 4 grands enjeux stratégiques de leur activité. Le premier, c'est vraiment un enjeu de qualité des services et d'expérience utilisateur dans un souci de fidélisation. Alors notamment dans le tertiaire aujourd'hui, où justement les immeubles de bureaux sont pas mal challengés sur ces questions-là, mais aussi finalement dans le résidentiel, où les bailleurs sociaux ont dû faire d'énormes progrès sur cette question-là. Un enjeu d'optimisation des charges et notamment des charges énergétiques, dans un contexte où justement on a eu une hausse des coûts de l'énergie très importante et où on s'est dit finalement comment est-ce qu'une meilleure exploitation des bâtiments, un meilleur pilotage vont pouvoir m'aider à optimiser ces enjeux-là. Et puis derrière, comment ces données d'usage vont m'aider à programmer mes investissements là où mes possibilités de ROI sont les plus importantes. Aider nos clients à gérer l'aspect de conformité réglementaire et d'impact environnemental du patrimoine, notamment dans son exploitation, puisque c'est une thématique qui demande d'orchestrer un très grand nombre d'acteurs entre les bureaux de contrôle, les entreprises de maintenance, les preneurs, etc., sur les bâtiments. Et puis enfin, un dernier aspect qui est plutôt un aspect, je dirais, d'organisation, de gouvernance, qui est un enjeu de modernisation des pratiques, de travailler dans une plus grande transparence, d'améliorer sa relation fournisseur et puis aussi de rendre attractifs les métiers de l'immobilier, puisqu'on est sur des métiers aujourd'hui où on a pas mal de turnover, des tensions assez fortes, et c'est notamment dû tout simplement aux pratiques, aux outils qui sont mis en œuvre et qui ne permettent pas forcément aux équipes d'exprimer tout leur potentiel. Alors pour faire ça, nous on propose un poste de pilotage à 360 degrés des immeubles et des équipements qui va travailler sur 6 grandes thématiques. La qualité de service et la relation occupants, donc comment traiter plus efficacement les sollicitations des occupants dans les bâtiments. L'entretien du patrimoine et des équipements et assurer justement que tous les équipements techniques notamment sont bien entretenus à la fois dans les règles selon les exigences réglementaires, mais aussi pour apporter tout le confort d'usage nécessaire aux occupants. Un enjeu de performance énergétique, justement, comme j'ai évoqué, des enjeux de conformité réglementaire avec tous les contrôles qui peuvent être nécessaires, et puis surtout, s'assurer derrière du pilotage des remédiations, notamment sur les sujets les plus, critiques qui vont porter à la sécurité des biens et des personnes. Rapprocher ça, des charges pour justement être capable de benchmarker dans son patrimoine, le coût d'exploitation d'un bâtiment au regard des usages qui en est fait. Et puis sortir des données réelles pour rendre compte de l'impact environnemental et de la RSE et donc rapporter aussi justement face à des approches qui aujourd'hui sont assez macro et parfois théoriques de l'ESG, des données réelles liées à l'exploitation et aux services qui sont déployés dans un bâtiment.
Et pour faire ça, eh bien, on opère une offre complète en SaaS à destination des propriétaires, gestionnaires, utilisateurs, pour piloter les usages des bâtiments et des équipements. Donc c'est une offre, qui s'appuie à la fois sur une plateforme logicielle, Intent Platform. On verra quelques écrans, au fil de ma présentation, mais également justement un écosystème de partenaires qui est connecté à cette plateforme. Donc aujourd'hui, c'est plus de 200 fournisseurs de services. Ça fait un peu le lien en effet avec la présentation, de monsieur Trabli, puisque, des acteurs comme IDEX en font partie aujourd'hui. Alors, pas encore Bâti Santé, mais ça ne saurait tarder puisqu'on les a identifiés sur un projet. C'est 200 acteurs aujourd'hui qui ont des connecteurs déjà natifs avec Intent Platform et qui sont déployables sur simple paramétrage. Le fait qu'on va gérer le cycle de vie de ces connecteurs, puisque justement, quand les prestataires changent tous les ans, tous les 2 ans, au gré des renouvellements de contrats, on va pouvoir gérer aussi en dynamique ces connecteurs sur Intent. Et puis, bien sûr, accompagner tout le déploiement et l'adoption de ces projets auprès de nos clients, puisque au-delà des projets techniques, c'est surtout des projets d'organisation. Et donc, on va les aider aussi dans l'adoption de ces nouvelles solutions. Alors, j'ai choisi d'axer aujourd'hui ma présentation justement sur le pilotage de la performance énergétique, puisque c'est un enjeu qui préoccupe un grand nombre de propriétaires, de gestionnaires, de preneurs aujourd'hui sur du patrimoine, qui soit privé ou public. Et donc, finalement, nous, on a identifié 7 grandes étapes qui permettent justement d'aller vers le succès de ce pilotage. Et je vais revenir un peu plus dans le détail dans les slides suivants. Ça passe tout d'abord par un sujet de gouvernance des données, et c'est pas uniquement un sujet technique, mais c'est bien un sujet contractuel. Ensuite, un sujet de connaissance de son parc avec la maîtrise de son plan de comptage et des mesures. Un sujet justement d'interfaçage avec toutes les parties prenantes qui génèrent ces données liées à la performance énergétique. Un sujet de fiabilité et de qualité des données. Un sujet justement d'adoption des pratiques et de faire en sorte qu'un maximum de personnes dans son organisation soient actrices de la performance énergétique. Le fait d'interconnecter ça avec l'exploitation, puisque la performance énergétique, sans toucher aux exploitants, eh bien, finalement, c'est beaucoup d'ambition, mais peu d'action. Et enfin, justement, comment est-ce que le logiciel et notamment l'automatisation peut nous aider à gagner du temps et de l'efficacité dans ces démarches? Parce que justement, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on aide nos clients à organiser la gouvernance des données? Eh bien, tout simplement en faisant évoluer les contrats, et tous les contrats, tous les achats liés au bâtiment, pour y intégrer, les échanges de données et les niveaux de service qui sont attendus par rapport à ça. Donc ça peut être très, très vaste. C'est-à-dire que c'est à la fois, les contrats de fourniture d'énergie, d'eau, et cetera, les contrats, d'exploitation des équipements, les, cahiers des charges, dans la construction ou dans la réhabilitation, pour vraiment s'assurer au moment où on déploie un service, où on construit un bâtiment, où on réhabilite un bâtiment, que tout ce qui génère de la donnée, c'est-à-dire à la fois les logiciels d'exploitation des fournisseurs, les équipements, les compteurs concessionnaires, etc., on puisse bien être en mesure d'en récupérer les données sur la plateforme. Et aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas un acteur, même au niveau des PME ou des acteurs les plus petits qu'on peut rencontrer, qui ne sont pas en mesure de proposer ou d'intégrer des API et donc de venir s'interfacer avec des solutions logicielles de la manière la moins intrusive qui soit dans leur système. Donc aujourd'hui, vraiment, ça veut dire qu'un un propriétaire ou un gestionnaire peut embarquer 100% de son écosystème dans sa démarche de pilotage de l'exploitation de son patrimoine. Et pour ça, eh bien, justement, en 10 ans, on a rédigé des clauses qu'on améliore tous les ans. Tous les ans, on en sort une nouvelle version dans laquelle on va préciser le périmètre des données, les niveaux de service, comment est-ce qu'on veut les récupérer, etc., pour que vraiment il n'y ait aucune ambiguïté sur les données que nos clients souhaitent récupérer pour piloter la performance énergétique. Le deuxième enjeu, et donc là justement, on rentre directement, et Marie, je pense que tu vas reconnaître cet écran. On rentre directement dans le concret, c'est que sur Intent Platform, on va modéliser le plan de comptage et le plan de mesurage des immeubles pour faire en sorte que, avant des plans de comptage ou de mesurage qui étaient sur des tableaux Excel et qui n'étaient pas forcément tenus à jour ou pas forcément collaboratifs, eh bien, puissent cette fois être partagés par un maximum de personnes. Et quand j'ai des nouveaux compteurs ou des nouveaux points de mesure à déclarer, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir le faire via des formulaires sur la plateforme et suivre justement la déclaration de ces plans de comptage auprès de l'ensemble de mes concessionnaires ou auprès de l'ensemble de mes fournisseurs d'objets connectés, avec à chaque fois une supervision justement de l'état d'activation de ces flux de mesure, flux de comptage. Et donc, ça va permettre justement de faciliter la compréhension de comment est mesuré et comment est supervisé, monitoré l'énergie dans un bâtiment.
Ensuite, un autre enjeu, et donc on l'a déjà vu sur l'écran précédent, en tout cas on en a eu un premier aperçu, c'est d'être capable de s'interfacer avec un maximum des parties prenantes qui interviennent sur le bâtiment. Donc une fois qu'on connaît le plan de comptage, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur une plateforme qui est déjà interfacée avec tous les acteurs qui vont générer de la donnée. Donc que ce soit des concessionnaires, des réseaux publics ou de l'open data, que ce soit des objets connectés du smart building, des sociétés qui vont opérer du sous-comptage, des exploitants. Donc ça, nous, chez Intent, on le valorise à travers un écosystème qui s'appelle Intent Ready, qui rassemble à peu près 200 fournisseurs de services aujourd'hui, qui sont déjà interfacés avec Intent Platform, suivant un standard d'échange de données qu'on a co-créé avec nos clients, qui est promu aujourd'hui auprès de l'écosystème, et qui couvre justement les données nécessaires pour mettre en œuvre ces cas d'usage de performance énergétique. Et donc, ces scénarios d'intégration de données, quand un fournisseur vient s'interfacer avec Intent, nous, c'est ça qu'on vient vérifier qu'on vient valider en termes d'intégration. C'est que chacun de ces acteurs a bien intégré le standard qu'on a développé. Et donc, ça va permettre aux clients qui déploient Intent déjà d'accéder au premier jour de déploiement à plus de 200 connecteurs qui sont disponibles, mais en plus de s'assurer que dès qu'un connecteur est déployé, eh bien, il sait qu'il va y avoir une homogénéité dans les données qui sont récupérées et que ça va lui permettre finalement de gérer dans tout le cycle de vie de son bâtiment ces cas d'usage de la même manière, qu'il soit en train de changer de fournisseur multitechnique, de sous-compteur, de solutions d'IoT ou quelle que soit l'hétérogénéité de son parc. Une fois que j'ai commencé à connecter mes acteurs et à ramener de la donnée sur ma plateforme, eh bien, c'est là que le bât blesse, qu'on va s'apercevoir que généralement la qualité des données, la fiabilité des données est pas excellente du premier coup. Un capteur, c'est pas infaillible. Un plan de comptage, c'est pas infaillible. Et donc, avec Intent, on va également superviser justement la qualité de tous les flux de données qui sont transmis. Donc, ça porte à la fois sur les données énergétiques, donc tout simplement la qualité des flux. Est-ce qu'ils communiquent bien à la fréquence attendue? Est-ce que j'ai des données qui sont cohérentes? J'ai pas un compteur qui compte à l'envers, un compteur qui est bloqué, des écarts de données qui sont totalement incohérents avec des fois 10 sur certaines tranches de mesure, hein. C'est des cas qu'on a observés. Mais également justement sur toutes les données d'exploitation. Est-ce que quand un prestataire fait du curatif ou du préventif, je reçois bien toutes les données qui vont me permettre de mesurer mon plan d'entretien, de mesurer les délais d'intervention, etc. Donc on va vraiment superviser toute la qualité des données dans une logique de data management pour justement aider aussi les fournisseurs de ces données à mettre en place les évolutions dans leurs connecteurs ou dans leurs pratiques qui vont leur permettre d'améliorer durablement la qualité des données et de faire en sorte que nos clients finalement aient une expérience utilisateur optimale de la plateforme avec ces données de bonne qualité. Finalement, ce qui dégrade l'utilisation des plateformes logicielles aujourd'hui, c'est souvent la qualité des données. Ensuite, ces données-là, une fois qu'on les a collectées, une fois qu'elles sont de bonne qualité sur la plateforme et contextualisées justement suivant les immeubles et les équipements de nos clients, eh bien tout simplement, on va les valoriser à travers des cas d'usage qu'on a voulu vraiment simples. Nous, on essaie justement de sortir la thématique énergie des experts en énergie, parce que finalement, si on veut que ce soit scalable, efficace et que ça ait des impacts rapides, il faut que finalement toutes les équipes soient actrices de la performance énergétique, le gestionnaire technique sur le terrain, le gardien d'un immeuble dans le résidentiel, qui puisse accéder à des informations simples sur des usages anormaux, sur justement de l'alerting, être capable de faire des relèves, accéder à des informations simples via un moteur de recherche, faire des comparaisons ou des ratios qui ont un impact direct, que ce soit justement en consommation par mètre carré ou en comparant des bâtiments qui ont des usages similaires sur des périodes similaires. Donc, on a vraiment voulu se concentrer sur des cas d'usage simples qui font en sorte que je vais pouvoir avoir un grand nombre d'utilisateurs qui est acteur de la performance énergétique et qui a une connaissance de la performance du patrimoine dont il a la gestion. Donc aujourd'hui, c'est plus de 6000 utilisateurs de nos applications chez nos clients et on va vraiment retrouver des profils les plus opérationnels jusqu'à des profils de direction avec à la fois de l'usage quotidien dans la gestion du bâtiment et de l'usage plutôt trimestriel, semestriel, où on va faire des bilans cette fois qui seront plutôt rétrospectifs. Donc vraiment pour aborder toutes les nuances du pilotage de l'exploitation d'un patrimoine.
Et puis, eh bien, tout l'enjeu justement, une fois que j'ai mesuré la performance énergétique et que j'ai détecté des situations anormales, c'est justement de pouvoir connecter ça, sans couture, à l'exploitation sur une plateforme unique et justement sur Intent, au-delà des cas d'usage liés, vraiment au monitoring énergétique, on va retrouver tous les cas d'usage liés à l'exploitation. C'est-à-dire à la fois, la demande, curative, le suivi du préventif, le fait de faciliter les reporting en mesurant les délais d'intervention ou le taux de couverture préventif de l'entretien. Être capable de récupérer, de la donnée documentaire comme par exemple des rapports de bureau de contrôle, ou les réserves qui sont associées, être capable de lier des demandes d'intervention à ces réserves. Contextualiser ça, alors nous, notre spécialité, c'est vraiment la donnée plutôt, je dirais, en une dimension, c'est-à-dire gérer de la data, mais après justement la contextualiser dans du plan ou dans de la maquette 3D, notamment quand on a des bâtiments qui sont un petit peu complexes. Et donc finalement, le fait, de ramener tout ça sur une plateforme unique, plutôt que de le mettre sur des outils différents, c'est que déjà d'une part, il y a un enjeu économique qui est évident, c'est qu'en déployant une seule plateforme, je vais, faire des économies d'échelle, à la fois sur ma partie projet, à la fois sur mes coûts de licence et cetera, puisque finalement, j'ai, une plateforme de data management, plutôt qu'une par verticale. Et puis, tout simplement aussi en termes d'usage, je vais justement, permettre d'interconnecter ces différents usages entre eux, les usages de performance énergétique, de relation à l'occupant, de pilotage des contrats, de pilotage de la performance énergétique, pour multiplier les usages et les ROI et faire en sorte qu'une donnée, puisse être valorisée dans un maximum de contextes. Et puis enfin, une fois que tout ça est bien intégré dans les pratiques, et bien quand je maîtrise bien mon patrimoine, je peux commencer justement à automatiser des actions et à faire en sorte que, tout ce qui auparavant me prenait du temps, sans forcément avoir de valeur ajoutée, puisse être automatisé par la plateforme. Et donc je vous ai mis des exemples de scénarios qu'on automatise aujourd'hui, chez nos clients. C'est vraiment des usages en production, hein. Ça peut être par exemple, détecter une anomalie de consommation ou d'usage, donc par exemple, un chauffage qui est mal réglé la nuit, des éclairages qui ont lieu le week-end, un comptage d'eau, sur une zone qui est vacante, un ratio par mètre carré qui est incorrect. Et sur tous ces scénarios d'alerte qui sont paramétrables sur Intent, eh bien automatiser une demande d'intervention qui va aller directement dans la GMO de l'exploitant, selon le contrat, qui est paramétré sur l'immeuble. Donc si je travaille avec 5 exploitants différents sur mon patrimoine, eh ben, c'est le bon exploitant qui va recevoir la DI en fonction de l'immeuble qui est concerné. Ça peut être, fluidifier ma relation locataire ou ma relation, occupant, en automatisant par exemple en cas de dysfonctionnement d'un équipement ou en cas justement de situation qui pourrait, causer un sinistre ou une surconsommation, et bien, automatiser de la notification, bon, par SMS ou par mail, mais plus intéressant, dans les outils de communication, directement de l'occupant. Donc ça peut être de l'extranet ou de l'application d'immeuble par exemple, et ça peut être des applications tierces à Intent. Donc on va s'interconnecter par API avec ces outils-là pour, aller s'intégrer dans les outils de communication, je dirais B2C. Et puis ça peut être également un autre cas d'usage qu'on automatise, c'est, par exemple, automatiser l'envoi d'une enquête de satisfaction lorsque j'ai une intervention qui est clôturée ou lorsque j'ai un incident sur un immeuble qui est clôturé, pour rentrer tout de suite justement dans le proactif, vis-à-vis de la relation locataire. Et quand, j'ai un défaut de qualité de service, être capable de l'anticiper, plus vite et de le traiter avec le locataire. Donc vraiment avoir une approche globale qui va toucher, comme je le disais en introduction, à la relation occupant, à l'entretien du patrimoine, à la performance énergétique, à la conformité réglementaire, aux charges, et cetera. Alors pour vous présenter, quelques clients, j'en ai juste pris 3, qui sont, représentatifs, sur cette thématique-là. On parle de Pas-de-Calais Habitat, alors on aime bien les citer parce que c'est notre client, vraiment historique. C'est déployé vraiment en live, je dirais depuis 2015, mais en réalité, ça a été le premier client d'Intent, en 2011. Donc c'est un peu grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. C'est plus de 40 000 logements aujourd'hui sur lesquels la plateforme est déployée, avec une thématique énergie qui a été assez forte puisque, leur axe de travail, c'était la précarité énergétique. Ça a été 6 000 sondes de température qui ont été déployées, sur le patrimoine pour, monitorer la performance du chauffage collectif, 10 000 chaudières individuelles connectées pour monitorer la consommation individuelle et la performance, d'entretien. Ils ont impliqué des fournisseurs vraiment sur cette thématique énergie qui sont, Dalkia, Engie, IDEX, Logista,
Ils ont une dizaine de fournisseurs en multimétier qui sont connectés à Intent au global. Ils ont mesuré sur la première tranche de contrat chauffage collectif 15% d'économie sur le P1 lié à ça. Ils ont déployé un nouveau service lié à du coaching énergétique pour tous les locataires qui sont en chauffage individuel. Ils ont formé 250 utilisateurs à nos applications sur ces cas d'usage de relations locataires, de coaching énergétique. Donc, c'est vraiment des plans de transformation assez forts des équipes pour faire ça. Autre bailleur social qui a déployé Intent aussi en 2015, Domo France. Donc on est cette fois en Gironde, enfin en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est 30 000 logements. Ils ont déployé Intent, alors là pareil sur l'ensemble du patrimoine et quasiment tous les métiers de l'exploitation, c'est 26 fournisseurs en tout, mais je me suis concentré sur cette partie des chaufferies et sous-stations. C'est une centaine d'équipements, c'est à peu près la moitié du patrimoine avec 20 000 logements. Et donc, ils ont connecté toutes les sources de données énergétiques, donc que ce soit des automates WIT, les données des concessionnaires Enedis, GRDF, Regaz, qui est un peu un GRDF local, du sous-comptage avec OCA, ISTA, et puis tous les acteurs du chauffage collectif. Et bon, voilà, il manque un bout qui apparaît pas à l'écran, mais de la même manière, ils ont formé tous les utilisateurs aux enjeux liés à la relation locataire, à de la relation énergie avec les locataires, au pilotage des indicateurs de performance du contrat, notamment sur le suivi des cibles énergétiques des prestataires de chauffage collectif. Je vous ai mis une petite photo là d'une personne qui est opératrice en centre d'appel et qui utilise Intent justement en live pour répondre aux sollicitations des locataires. Un écran également du suivi des délais d'intervention dans le curatif des prestataires chauffage collectif pour mesurer la qualité de service. Donc on est vraiment là aussi dans un changement dans la relation locataire et la relation fournisseur par rapport à ça. Et puis enfin, un sujet un petit peu différent, Sourcéo, qui est la régie de production d'eau potable de la MEL. Donc c'est un acteur public plutôt d'ordre industriel, je dirais, parce qu'ils ont 300 ouvrages industriels dans lesquels on va retrouver des puits de forage, des usines de traitement, des, des centres, pardon, des stations d'épuration. Dans le Nord, ils font production puis un peu d'assainissement. Et c'est le premier poste de consommation d'énergie de la métropole européenne de Lille. Donc c'est vraiment un consommation qui est assez phénoménale. Et donc, eux, l'enjeu, c'est d'être capable justement de mesurer en temps réel la consommation en kilowattheure par mètre cube d'eau potable produite et de mesurer justement, enfin d'identifier les facteurs de qualité de l'eau et de conditions environnementales, notamment le niveau des nappes, qui va avoir un impact sur la consommation d'énergie. Parce qu'en fait, plus l'eau est de mauvaise qualité ou plus il faut aller la chercher profondément et plus ça consomme de l'énergie forcément. Et quand on sait que c'est le premier poste de consommation et que le coût de l'énergie explose, ben en gros, la MEL est en train de se dire est-ce que je peux pas identifier des situations qui font que je vais pouvoir être plus performant dans ma production d'eau potable et également demain faire de la flexibilité sur le réseau en proposant à Enedis d'effacer certaines stations de production du réseau pour apporter de la flexibilité. Et donc aujourd'hui, on en est à un stade où on est en train de superviser toute la partie comptage et qualité de l'eau sur Intent de cet acteur. Et les prochains parcours utilisateurs qui seront mis en œuvre l'année prochaine viendront justement sur la partie justement analyse du kilowattheure par mètre cube et des facteurs d'influence de la production d'eau potable sur la consommation d'énergie de cette régie. Voilà, j'espère que c'était clair. Et puis, s'il me reste un peu de temps, Voilà, je on va pourrais passer répondre aux à vos questions. questions. Alors, je vais commencer les questions. Je vais les poser tout de suite, toutes les trois, comme ça, ça sera plus facile. Donc, première question, utilisez-vous l'intelligence artificielle dans votre plateforme? Deuxième question, je n'ai pas vu dans les partenaires des gens des sociétés qui gèrent des bornes de recharge véhicules électriques. Pourquoi? Et troisième question, contrairement à l'exemple de Jean-François Trably, qui a tout fondé, enfin fondé l'essentiel sur une maquette BIM, je n'ai pas entendu parler de maquette BIM. Voilà mes trois questions. Ouais, tout à fait. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle, sans vouloir galvauder le mot, en réalité, nous, en tant que tel, dans la plateforme, on est déjà sur un usage de la donnée, c'est-à-dire faire utiliser la donnée par nos clients. On a plein de clients qui nous disent, mais mettons de l'IA et puis on va automatiser plein de choses. On dit, avant de mettre de l'IA, déjà, faisons en sorte que les données soient utilisées par le plus grand nombre. On ne va pas passer d'un stade où personne n'utilisait les données à un stade où la plateforme fait tout à leur place. Ce serait totalement aberrant. On risquerait de faire beaucoup de bêtises. En revanche,
une plateforme, ça se construit en assemblant plein de briques technologiques du marché. Ces briques technologiques qu'on intègre, elles utilisent de l'IA. Donc, typiquement sur Intent, on a un moteur de recherche qui est très puissant. On a des briques analytiques qui sont puissantes également. Et toutes ces briques-là, pour le coup, utilisent de l'intelligence artificielle pour accompagner l'utilisateur dans son utilisation de la plateforme et faire en sorte qu'il y ait une expérience qui soit vraiment optimale. Sur le deuxième sujet des bornes de recharge de véhicules électriques, c'est tout simplement que c'est un cas d'usage qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder. On est en train de déployer un projet là, avec Toulouse Métropole. Ça a été présenté au Smart City World Congress il y a 2 semaines. Qui rentre dans le cadre du PIA territoire intelligent et durable de la Caisse des dépôts. Ce projet de Toulouse Métropole vise à déployer non pas un BIM, mais un SIM, donc la version City du BIM finalement, en allant connecter justement toutes les données d'usage du territoire à une maquette territoriale. Et donc dans ce cadre-là, on va être amené à connecter des acteurs qui travaillent sur les bornes de recharge de véhicules électriques. Et là aussi, justement, ça contribue à ces enjeux de flexibilité et de smart grid à l'échelle des territoires. C'était déjà un POC qu'on avait fait avec la MEL, justement, mais qui n'avait pas été suivi de mise à l'échelle dans le cadre d'un premier PIA qui s'appelait Sommels Connected et qui visait justement à connecter la production d'ENR du territoire, la consommation liée aux bornes de recharge de véhicules électriques et de faire du smart grid à l'échelle de la MEL. C'est ça qui nous a permis de travailler avec Sourceo derrière. Et puis enfin, alors le BIM, il apparaissait en tout petit à un moment sur un de mes slides, puisque on a intégré nous aussi une visionneuse 2D 3D dans Intent. Alors, notre position aujourd'hui, en tout cas, pour être déployé sur 40 000 bâtiments, c'est que le maquette first, l'entrée par la maquette dans le bâtiment, pour l'instant, c'est pas un usage qui est très démocratisé, je dirais, auprès de nos utilisateurs, pour la simple et bonne raison que le pourcentage de bâtiments modélisés en 3D, il est quand même assez relativement faible aujourd'hui, et que le premier besoin qui est exprimé par nos utilisateurs, c'est d'accéder à de la donnée qui soit facile à consommer avec un bon niveau de performance, etc. Donc en gros, ça passe par de la mobilité, ça passe par du moteur de recherche, ça passe par de l'alerting. Et donc aujourd'hui, on intègre de la maquette 2D, 3D lorsque le bâtiment en propose une, et on le fait notamment sur les Tours du Haut à Paris, sur la maison Sanofi également à Paris, sur d'autres opérations de ce type, le bâtiment New de Nexity, je crois que Marie s'est déconnectée, à Asnières. Donc quand la maquette est disponible, on contextualise ces données, ces cas d'usage dans la maquette, mais ce n'est pas le point d'entrée de la plateforme. Mais ça permet justement, sur des bâtiments un petit peu complexes ou avec des architectures un peu élaborées, de comprendre de quel équipement on parle. Et ça, justement, Jean-François Trébly l'a bien exprimé en introduction. Parfois, quand on dit, mais finalement, c'est cette cassette ou ce tableau électrique, c'est lequel, ça aide. Ouais. Ok. Alors, et pour tout dévoiler, nous aussi, on s'appuie sur BIM Data parce que c'est quand même une plateforme qui est très bien faite pour faire ça. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Je vais en poser une autre. Alors, l'argument massu quand vous voulez convaincre un client potentiel, c'est quoi? Ce sont les économies d'énergie? C'est la rationalisation? C'est quoi? Quel est l'argument qui fait mouche à chaque fois? Ça va dépendre des acteurs. En ce moment, le secteur public est très sensible à la performance énergétique, forcément, parce qu'il y a une notion économique qui est très importante. Les budgets des collectivités sont vraiment pris à la gorge là, par cet enjeu énergétique. Le tertiaire est très concerné par la conformité réglementaire, parce qu'en réalité, c'est un nombre de données et d'acteurs à orchestrer très important. Voilà, il y a beaucoup de rapports qui sont reçus, stockés dans une armoire et finalement assez peu lus. Et donc, on n'est pas forcément en pilotage et en remédiation de tous les enjeux de conformité réglementaire. Donc aujourd'hui, notre principal levier de déploiement sur le tertiaire, c'est ça. Et dans le résidentiel, on va être justement sur la qualité de service et l'enjeu énergétique également. D'accord. Pas de dernière question? Bon, je crois qu'on va en rester là. Donc, merci Jean-Philippe. Vous me transmettez votre support, je suppose. Oui, avec plaisir. Vos coordonnées, bien entendu. Pour terminer, il est 33. Donc, j'ai 3 annonces à faire. Première annonce, la prochaine rencontre, au départ, nous l'avions prévue le 5 décembre.
En fait, c'est pendant le congrès de la FNIM, c'est juste avant le CIMI, et donc, comme un certain nombre d'intervenants et de participants participent également à la FNIM, on a décidé de décaler. Donc, la nouvelle date, c'est le 17 janvier. 17 janvier avec un programme assez copieux, puisqu'on aura Priceable sur les marchés, on aura Basimo, la plateforme de gestion technique et locative du tertiaire, on aura eGreen, Cadral sur les pieds d'immeubles et également Mona. Alors Mona, c'est pas Mona Lisa, c'est mon habitation. C'est le carnet d'information du logement, version EDF et Et de- DockerBox. Tu vois, Laurence cligne de l'œil ou cligne de son logo. Voilà, donc ça c'est le 17 janvier. Donc ça, c'est la première information. Deuxième information, puisqu'on a terminé aujourd'hui avec la cinquième rencontre d'innovation, donc ça fait 5 donneurs d'ordre, ça fait une quinzaine d'innovateurs qui sont venus présenter. Il est temps de faire une petite enquête. Donc on va même faire 2 enquêtes, une enquête auprès des donneurs d'ordre pour savoir, enfin, donneurs d'ordre et innovateurs pour savoir comment ils ont vécu ces rencontres, et puis on va interroger également les 120 personnes qui ont participé pour savoir si ce format convient, s'il faut le modifier, le faire évoluer, l'améliorer, etc. Ça, c'est la deuxième annonce. Donc ça va partir demain, en principe, pendant que c'est chaud. Et puis la troisième annonce, c'est que nous serons, IP2I sera au CIMI, donc porte-maillot, comme chaque année, je dirais, avec un petit stand au troisième étage à l'entrée de la salle des conférences. Et il y aura 2 conférences le premier jour, une sur le bas carbone en rénovation avec une équipe constituée auprès d'Aurélie Rebaudot-Julberti, et puis une autre conférence que celle du matin, ça sera le soir, sur tout ce qui est garantie de performance énergétique, décret tertiaire et solaire photovoltaïque en autoconsommation, puisque c'est le moment de passer au photovoltaïque. Vous avez vu qu'il y a des prix du Black Friday sur tous les panneaux solaires, parce qu'il y a eu des achats massifs, et maintenant ces panneaux solaires qui ont été achetés, et ils sont dans les entrepôts à Rotterdam ou ailleurs, et donc ils sont bradés à 50%. Donc voilà, donc on parlera de tout ça dès le premier jour du CIMI. Voilà. Et puis nous avons nos dossiers classiques sur les décrets charges, sur le décret tertiaire aussi. Alors, puisque certains d'entre vous participent également à notre groupe décret tertiaire, simplement 2 choses. Une première chose, c'est que nous ferons quand même une petite réunion du groupe, si possible avant la fin de l'année, pour parler du document AFNOR, puisque vous savez qu'il y avait un travail de l'AFNOR sur le dossier technique de modulation, etc. Donc ça, c'est fait, c'est publié, et donc on peut en parler pour diffuser. Et puis l'autre information, c'est que l'arrêté seuil 3, lui enfin, il est baptisé comme ça, mais il devait donner toute une série de fameuses valeurs absolues pour des domaines non couverts actuellement. Et donc il y a un petit blocage de parution de ce seuil, parce que d'une part, les gens du commerce sont un petit peu révoltés sur les valeurs absolues, notamment sur les usages, sur la partie use des valeurs absolues. Et puis, l'autre aspect, et je dirais plus amusant, si je peux dire, c'est que l'ADEME s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient réussi à passer dès la première étape en dessous des valeurs absolues. Donc le ministère et l'ADEME se demandent si les valeurs absolues qui ont été fixées dans les premiers arrêtés ne sont pas trop importantes, puisqu'en fait ça permet à beaucoup d'acteurs de s'affranchir de toute action sur la maîtrise des consommations d'énergie, ce qui était pourtant le but recherché.
Voilà, les annonces que je voulais faire, mais je vois que Jérôme Bertrand a une annonce également. Alors, je Oui, lui non, enfin, cède la moi, ça ne me parole. surprend pas. C'est juste qu'en fait, ils ont caviardé tout seuls dans la parution du décret VA2 en définissant que la surface, c'est pas la surface chauffée, c'est la surface de consommation. Donc, tu as le Ouais. droit de diviser par les surfaces de parking. Voilà. Donc, forcément, bah, ça limite vraiment le problème, quoi, si tu veux. Donc, effectivement, il n'y a pas trop de problème avec ce truc-là. Nous, ça fait, je pense, nous, 11 mois qu'on essaie juste de pouvoir s'interfacer avec des gens de la DHUP pour leur expliquer qu'il y a deux, trois petits problèmes. Alors, on l'a fait passer aux gens de niveau 2, donc les gens qui sont bien introduits auprès des gens de la DHUP là-dessus. Enfin, des gens, parce qu'il n'y en a que deux, hein, côté DHUP, sur le décret tertiaire, donc ça va vite. Mais ils se sont caviardés tout seuls sur le décret VA2, quoi. Ok. Et au passage, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, le décret VA3, qui était censé être le dernier, en fait, il sera suivi par un décret VA4 et un décret VA5. Ouais, Sur VA4, c'est justice, logistique, centre de ouais, sport et santé. ouais. En visant VA4 et VA5, c'est culture et médias. Bon, information de première main. Alors, Jean-François, tu dis un mot de votre bon, Notre recours contre petit l'arrêté retour sur le rôle d'application des du décret le rôle tertiaire, des- donc l'arrêté rectificatif qui exclut le syndicat des copropriétaires des entités fonctionnelles assujetties est prêt. Malheureusement, le deuxième volet de cet arrêté, c'est justement les valeurs absolues pour les bureaux. Comme tout est bloqué, tout est en cours de refonte, cet arrêté n'est pas publié et nous avons décidé, j'ai décidé, pardon, au nom de l'UNIS, de réactionner la procédure devant le Conseil d'État, puisque pour l'instant elle était suspendue pour, accord, je dirais, du ministère de bien vouloir modifier son arrêté. En revanche, ils avaient également dit qu'ils allaient modifier la plateforme Opérate. En revanche, quand vous voulez toujours vous inscrire comme entité fonctionnelle assujettie, on vous propose de savoir si vous êtes ou non un syndicat de copropriétaires. Donc, pour rien n'est fait. Donc, j'ai grand ras-le-bol. Donc, ce grand ras-le-bol aidant, on a relancé la semaine dernière nos avocats pour qu'on Ok. arrive à nos Donc, fins. Voilà. voilà, il y a quelques blocages. On a noté. Bon, en tout cas, Bon. un grand merci aux intervenants. Jean-François Trabli, Ophélie Honkin et Éric Sodefo de Susten Eco par Régis ou by Régis, et puis Jean-Philippe Régnier. Voilà, merci à tous, merci de vos questions, et puis donc vous retrouverez les supports et les enregistrements les 48 heures sur le site, et je vous dis à très bientôt, bonne soirée. Merci. Ah, Merci, Michel. ah.